Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir parlé de différentes maladies auto-immunes qui touchent notre système immunitaire, et je pense que j'ai mentionné les principales maladies qui ont un impact sur la personne et tout, je pense maintenant à entamer un autre sujet, une autre maladie qui a un impact agressif sur le système immunitaire et que tout le monde presque le connaît déjà. C'est le cancer en fait. Comme il s'agit d'un sujet très riche en connaissances, j'ai essayé de partager la vidéo en trois parties. La première partie, c'est la partie d'aujourd'hui dans laquelle je vais parler de six objectifs. La définition de la tumeur, les différences entre tumeur et cancer, le processus de carcinogénèse, la classification et nomenclature de tumeurs, les facteurs génétiques et environnementaux impliqués ou bien qui sont susceptibles de développer un cancer, les propriétés des cellules tumorales. Donc, tumeur et cancer, deux termes souvent confondus mais différents. Déjà, pas mal de personnes pensent que la tumeur et le cancer sont deux mots similaires. C'est-à-dire, si je dis tumeur, c'est que je pense au cancer, mais ce n'est pas le cas. Donc en fait, la tumeur, c'est l'ensemble de cellules qui se prolifèrent de façon excessive, sans ou avec envahissement des tissus voisins. Donc la tumeur ne signifie pas obligatoirement un envahissement des tissus secondaires. Par contre, le cancer, c'est l'ensemble de cellules anormales et modifiées qui se prolifèrent excessivement avec un potentiel métastasique important, c'est-à-dire avec un envahissement des tissus voisins obligatoire dans le cancer. C'est pour cette raison qu'on a trois stades. On a une tumeur qui est dite bénigne, d'accord? Ensemble des cellules qui se prolifèrent de manière exagérée, mais sans envahissement des tissus voisins. Puis, on a le stade de tumeur maligne avec envahissement des tissus voisins et par la suite, suite à l'échappement aux défenses du système immunitaire, peut donner avec le temps un cancer. D'accord? Le cancer, c'est toute tumeur maligne. Une tumeur maligne, c'est-à-dire peut donner un cancer. Par contre, la tumeur n'est pas toujours un cancer. Donc, la tumeur peut être bénigne. Et on peut, grâce aux stratégies thérapeutiques, arriver à un stade d'une tumeur bénigne et arrêter la progression de la tumeur. Donc, les principaux facteurs impliqués dans le développement cancéreux, c'est les gènes. Et donc, on parle de maladie des gènes. En fait, comment ça se fait, en fait, l'initiation de cette tumeur? Je pense tout d'abord à la tumeur bénigne, d'accord? Puis, on va voir par la suite la progression et comment la tumeur va donner un cancer. Donc, tout à fait, la première étape, c'était l'initiation, c'est-à-dire j'ai un gène de susceptibilité chez un sujet donné et en présence de certaines mutations qui peuvent être spontanées ou bien par des agents mutagènes ou bien par des infections virales, on peut donc modifier cette cellule. On va modifier quoi en fait? La prolifération, la réponse au signal d'apoptose, parce que la cellule, à un stade donné de prolifération, va être morte par l'apoptose. C'est un processus physiologique de mort cellulaire nécessaire pour le renouvellement cellulaire, d'accord? Mais en cas d'une cellule initiée, on parle d'une cellule initiée, cellule modifiée, cette cellule acquiert la capacité à résister à l'apoptose. D'accord? Elle va se proliférer de manière incontrôlée, exagérée. Parce que vous savez que pendant le cycle cellulaire, il y a des mécanismes et des protéines impliqués dans le contrôle de la division cellulaire.
Et bien, cette cellule modifiée, cette cellule initiée, perd la capacité d'être contrôlée par les mécanismes de contrôle physiologique normal. Et bien, elle va donner une masse donc de cellules qui se prolifèrent de manière incontrôlée, qui donne la tumeur bénigne. D'accord? Et par la suite, cette tumeur bénigne, en se proliférant de plus en plus avec le néo-angiogenèse, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, on a la vascularisation et donc on a un envahissement des tissus voisins qui peut donner la tumeur maligne et qui peut se propager vers un cancer. D'accord? En absence d'une intervention thérapeutique, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, l'immunothérapie, la chirurgie, en absence de ces mécanismes thérapeutiques, la tumeur acquiert un potentiel métastasique important qui peut donner un cancer. Voilà. Ici, le carcinogenèse est un processus multi-étapes. Donc, j'ai pas forcément une cellule initiée, c'est-à-dire cancer. Non, j'ai des étapes qui donc subissent la cellule modifiée pour donner un cancer. Eh ben, en général, on a 3 étapes. Initiation, promotion et invasion. L'initiation, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est la modification d'une cellule, c'est-à-dire une cellule normale est soumise à un agent mutagène et donc cette cellule devient une cellule mutée qui acquiert la capacité d'autoprolifération de manière incontrôlée et qui résiste à l'apoptose. Cette cellule initiée en présence du mécanisme de défense, bien sûr, parce que la cellule, donc, elle est modifiée, et donc elle est considérée comme un soi anormal, et donc elle est considérée comme un étranger pour le système immunitaire. Donc, on a la réponse immune, et ben, donc au cours du temps, elle va résister au système immunitaire. Après un long temps de réponse immune qui est au début efficace, mais par la suite, la réponse immunitaire, elle devient inefficace. On va voir ça dans la deuxième partie, Inch'Allah, concernant la réponse immunitaire antitumorale, on va les voir en détail. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est les étapes. Donc, cette cellule tumorale va résister au système immunitaire. Elle va acquérir la propriété d'immortalité et la prolifération incontrôlée pour donner une masse tumorale. C'est la promotion. Et bien, ici, on a la stimulation du développement des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire l'angiogenèse, qui est nécessaire pour la croissance de la tumeur, et bien, le métastase qui est en faveur de la génération du cancer. Donc, la classification et nomenclature des tumeurs, elle est basée sur 2 critères, la nature de la prolifération cellulaire et le tissu cible. Selon la nature de prolifération, on a tumeurs bénignes et tumeurs malignes. Les différences, les tumeurs bénignes sont bien limitées. Au contraire, les tumeurs malignes sont mal limitées, métastasiques. Encapsulées, les tumeurs bénignes. Par contre, les tumeurs malignes ne sont pas encapsulées. Les tumeurs bénignes sont histologiquement semblables au tissu d'origine, c'est-à-dire bien différenciées. On peut donc les différencier. Par contre, les tumeurs malignes, différenciation variable de bien à peu ou pas semblable au tissu d'origine. Donc, au cours du temps, la tumeur maligne, elle perd donc la ressemblance au tissu d'origine. Donc, les tumeurs bénignes est formée par l'ensemble des cellules régulières, cellules normales, bien cellules qui présentent quelques modifications au niveau du génome, mais qui ne sont pas agressives. Par contre, au niveau des tumeurs malignes, on parle de cellules cancéreuses qui ont des anomalies du cytoplasme et du noyau. D'accord? La croissance est lente pour les tumeurs bénignes, par contre, elle est rapide pour les tumeurs malignes. Donc, pour les tumeurs bénignes, il y a un refoulement sans destruction des tissus voisins, absence des métastases. C'est-à-dire, par contre, les tumeurs malignes, on a un envahissement important des tissus voisins.
Pour les tumeurs bénignes, pas de récidive locale après exérèse complète. Donc, si on fait une récidive locale, donc si on fait une exérèse complète, donc on n'a pas donc la possibilité de revoir et cette tumeur. D'accord? Donc, on a normalement une guérison totale pour le cas d'une tumeur bénigne. Par contre, pour les tumeurs malignes, tout à fait, l'exérèse complète, elle est difficile. C'est-à-dire l'élimination complète est difficile pour cette tumeur et le récidive possible après l'exérèse qui est supposée complète. Donc, la classification selon donc le tissu, d'accord? Donc, pour les tumeurs, pour les tumeurs bénignes, on donne le suffixe homme, d'accord? Pour les tumeurs malignes, en cas de tissu épithélial, on dit carcinome. En cas de tissu conjonctif, on dit sarcome. En cas de tissu embryonnaire, on dit blastome. Et les tumeurs bénignes, comme j'ai mentionné, la croissance elle est relativement lente, qui ne dissémine pas l'organe et qui ne exerce complète entraîne la guérison du patient. Par contre, la tumeur maligne, la croissance est rapide, qui dissémine tout l'organe et la différenciation devient de plus en plus difficile et se développe de nouveau après l'excès chirurgical. Je pense ici quelques exemples. Donc, en cas, par exemple, cellules et fibroblastes. En cas de tumeur bénigne, on dit que on va ajouter le suffixe homme, 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 homme. Pour la tumeur maligne, en cas de tissu conjonctif, on dit sarcome. Et donc, pour les fibroblastes, on a fibrome en cas de tumeur bénigne, fibrosarcome pour les tumeurs malignes. Par exemple, on prend ici les cellules osseuses. Ostium, tumeur bénigne, c'est-à-dire qui touche les os, les cellules osseuses. Et ostéosarcome, c'est-à-dire tumeur maligne qui touche les cellules osseuses. Parfois, on perd cette règle de nomenclature dans le cas des cellules cartilagineuses, on dit chondrome, d'accord? Et chondrosarcome en cas de tumeur maligne. Pour les cellules endothéliales, on dit angiome, c'est-à-dire tumeur bénigne touchant les cellules endothéliales. Angiosarcome, tumeur maligne touchant les cellules endothéliales. Lipome, tumeur bénigne touchant les adipocytes. Liposarcome, tumeur maligne touchant les cellules, les adipocytes, et ainsi de suite. Voilà pour les autres exemples. Ici, juste pour en cas de tissu épithélial, donc tumeur maligne qui touche les cellules au niveau du placenta, les cellules épithéliales au niveau du placenta, on dit choriocarcinome parce qu'il s'agit d'un tissu épithélial. En cas de disque embryonnaire ici, on dit carcinome embryonnaire puisqu'il s'agit d'un tissu épithélial. D'accord? En cas de cellules gliales, pour le cas bénigne astrocytome, donc la nomenclature des tumeurs bénignes ne diffère pas entre un tissu conjonctif ou un tissu épithélial. Par contre, la différence est au niveau des tumeurs malignes. Ici, glioblastome parce qu'il s'agit d'un tissu embryonnaire, ainsi de suite. Concernant les facteurs, donc on a les facteurs génétiques, on a les proto-oncogènes. En augmentation, la surexpression de proto-oncogènes est très impliquée dans le développement tumoral. On a les gènes suppresseurs du tumeur. Ce sont des gènes de régulation ici, mais lorsqu'ils sont mal exprimés, donc, ça va aboutir au cancer. On a aussi les gènes impliqués dans le maintien de l'intégrité de la diète. Les facteurs environnementaux, on a la contraception orale, l'hormone ménopause, pas d'allaitement, activité physique insuffisante, pollution de l'air, radiation, ionisation, viande transformée, les infections. Par exemple, l'infection virale par le HPV peut être susceptible de développer un cancer de col de l'utérus. Aussi bien l'infection par ce qu'on appelle l'EBV, un virus appelé EBV, est susceptible de développer un lymphome à cellule B. On a aussi
Le HBV, par exemple, le virus de l'hépatite B, donc en absence d'intervention thérapeutique, à part la maladie qui est l'hépatite B, il peut donner un carcinome hépatocellulaire, c'est-à-dire une tumeur maligne touchant les cellules du foie, les hépatocytes. D'accord? On a aussi l'alcool, l'apport insuffisant en fibres, les radiations, l'occupation, le surpoids, obésité et principalement le tabac. D'accord? C'est le principal facteur de risque, surtout pour les tumeurs donc, qui touchent les cellules pulmonaires. On parle de cancer de poumon. D'accord? Voilà. Voilà, déjà pour le tabagisme, les fumeurs sont 4 à 7 fois plus à risque de développer un cancer de la vessie que les non-fumeurs. Pas, pas que le cancer de poumon, on a aussi le cancer de la vessie chez les hommes. D'accord? On a la génétique, le sexe masculin, l'âge avancé et l'exposition professionnelle aussi. Les propriétés des cellules tumorales, on a l'instabilité génétique, l'autosuffisance en facteurs de croissance et la résistance à l'apoptose, l'insensibilité aux signaux d'arrêt de prolifération et le potentiel réplicatif illimité. Donc, on a des anomalies génétiques, anomalies de croissance et de prolifération, anomalies morphologiques, anomalies du noyau, un aspect irrégulier du noyau, anomalies du cytoplasme, hypertrophie ou atrophie. On a les propriétés fonctionnelles, soit la conservation des fonctions des cellules homologues normales, la sécrétion de mucus en cas d'adénocarcinome, l'élaboration de kératine en cas de carcinome épidermoïde, l'élaboration de mélanine pour les mélanomes malins et la production d'immunoglobulines en cas de myélome multiple. Mais en présence de ces substances, les cellules cancéreuses sont bien différenciées parce que ce sont des fonctions physiologiques que la cellule normale peut le faire, d'accord? Et donc la tumeur ici, elle est bien différenciée, on dit. On a aussi la perte des fonctions normales. Et donc, si on a la perte des fonctions normales, la tumeur est mal différenciée. On a l'acquisition des nouvelles fonctions. Par exemple, la synthèse de nouvelles substances qui sont des marqueurs tumoraux, c'est-à-dire des marqueurs spécifiques à la tumeur. Par exemple, l'antigène carcino-embryonnaire, alpha-fetoprotéine, des hormones protéiques et polypeptidiques, ainsi de suite. Voilà. Voilà ici, en cas normal, une cellule mère va donner deux cellules filles. En cas d'une cellule cancéreuse, on a un noyau gros et irrégulier avec une multiplication rapide et des cellules donc et nombreuses, donc plusieurs cellules. Voilà. Voilà, ici, une cellule saine, on a le nombre de cellules est normal, la taille aussi est normale. En cas d'hypertrophie, la taille est anormale des cellules, c'est-à-dire un accroissement de la taille des cellules et pas le nombre. Le nombre est stable, 3 cellules ici, comme les cellules normales, 3 cellules, mais la taille est anormale. C'est l'hypertrophie. L'hyperplasie, la taille est normale, mais le nombre est élevé. C'est une multiplication du nombre de cellules. Autre propriété, l'angiogenèse et les métastases. Voilà. L'angiogenèse, c'est la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui aboutissent au envahissement des tissus voisins, d'où les métastases. Voilà. Je passe, grâce à cette néo-angiogenèse, d'une tumeur primaire vers une tumeur secondaire, une tumeur maligne, un cancer. Autre, le micro-environnement inflammatoire qui participe à l'évasion tumorale. Eh bien, le potentiel réplicatif est limité. On a donc le micro-environnement tumoral est associé à une faible réponse antitumorale et un échappement au traitement. Donc, vous savez ici que on n'a pas seulement les cellules cancéreuses au niveau de l'organisme, mais on a des cellules cancéreuses avec des cellules normales, mais au lieu que les cellules normales luttent donc contre les cellules cancéreuses et essaient de l'éliminer, à un stade avancé de progression tumorale, la tumeur contourne donc les défenses de l'hôte à son profit. Elle va se profiter en fait des mécanismes du système immunitaire pour sa propre
multiplication. On parle alors d'une stroma tumorale, c'est un tissu conjonctif servant de soutien ou de tissu nourricier à la prolifération tumorale dans lequel celle-ci se développe. C'est un tissu non tumoral. On dit cellule cancéreuse plus stroma, c'est le cancer. En fait, le cancer, comme j'ai mentionné, c'est pas seulement les cellules cancéreuses, mais cellules cancéreuses plus stroma. Et la stroma est formée par les cellules de l'organisme, les mastocytes, les lymphocytes, les cellules endothéliales, les fibroblastes, les macrophages, les plaquettes, ainsi de suite. Voilà, donc le micro-environnement tumoral est associé à une suppression immunitaire agressive, surtout par exemple ici les polynucléaires neutrophiles associés aux tumeurs, donc produisent plusieurs substances qui sont impliquées dans le développement tumoral. Le TNF-alpha impliqué dans l'apoptose des cellules normales, l'arginase 1 inhibe la prolifération des LT, le CCL17 qui recrute les lymphocytes T régulateurs qui sont des cellules immunosuppressives, les protéases et les catepsines qui dégradent la matrice extracellulaire. On a les macrophages associés aux tumeurs qui sont de phénotype 2, c'est-à-dire les macrophages anti-inflammatoires, et donc qui vont produire des substances anti-inflammatoires impliquées dans la suppression de la réponse immunitaire. Et les macrophages associés aux tumeurs sont les plus abondantes dans les tumeurs solides. Ben, ici, on a les molécules immunosuppressives comme l'interleukine 10, le DIO, le TGF-bêta, le NOS2, l'arginase. On a aussi l'expression des ligands inhibiteurs, le PDL1, la phase ligand, le CTLA4, qui, en se fixant sur leurs récepteurs spécifiques à la surface des cellules immunitaires, provoquent le blocage de l'activité de ces cellules. On a les fibroblastes associés au cancer ici, qui vont produire des substances impliquées dans l'immunoangiogenèse. On a les chimiokines impliquées dans le recrutement des T régulateurs. On a l'altération de l'hématopoïèse, la génération des cellules myéloïdes suppressives. Et ces cellules vont produire des substances aussi immunosuppressives. Eh bien, la présence de ces cellules est associée le plus souvent à un mauvais pronostic et à une résistance thérapeutique. J'ai fini avec cette partie aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les noter dans les commentaires. Je vais essayer de répondre, Inch'Allah, à notre prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.